Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien sur la Mec Production. Et aujourd'hui, on se retrouve pour parler de Formule 2, de parler des petits jeunes qui ont peut-être accédé à la Formule 1 rapidement, surtout que certains sont extrêmement talentueux. On va faire le bilan de ces deux courses du Grand Prix de Styrie qui avait lieu encore sur le Red Bull Ring. C'était le même principe que du côté de la Formule 1. On faisait 4 fois, donc 4 courses sur le Red Bull Ring. Et on va faire donc le bilan de ces deux courses. Bilan où on a eu des courses un petit peu humides. Une course très humide, ça a été le samedi, qui s'est déroulé extrêmement tard. C'est fini à 19h15, 19h30. Et puis le lendemain, course sur le sec par contre, avec quand même un petit peu de nuages et des températures un petit peu fraîches. On a vu une démonstration d'un pilote russe en course 1-1 sur la pluie. Un japonais très prometteur également. Et puis des pilotes un peu plus décevants. On fera donc le bilan global de ces deux courses du Grand Prix du Styrie. Et on commence tout de suite par le bilan du français de ce plateau 2020 de Formule 2. On commence avec Giuliano Alesi. Giuliano Alesi, autant c'était la semaine dernière un week-end prometteur du côté du Grand Prix d'Autriche, avec une 6e place en course 1 malgré des qualifications qui avaient été difficiles. Là, les qualifications ont encore été compliquées. Il a fini 21e, derrière son équipier en plus, Artem Markelov, contrairement à la semaine dernière. Il semblerait qu'il n'y avait pas de problème de frein, c'est juste des soucis de réglage de la part de Giuliano Alesi. On n'arrive pas à trouver les bonnes solutions dans cette équipe HWA. BWT HWA Race Lab, pour faire le nom complet avec le sponsor. On a du mal à trouver les bons réglages, à trouver les bons paramètres qui conviennent à Giuliano Alesi et Markelov. Ils ont du mal à trouver les solutions avec cette monoplace de F2 qui n'est pas la monoplace la plus facile à régler, il faut le dire. C'est une monoplace un petit peu capricieuse. Week-end de course qui a été difficile avec une course 1 où on ne l'a quasiment pas vu. Il finit dernier parce qu'il y a eu un abandon. C'est Markelov même qui abandonne. Il finit dernier mais sans aucun rythme de course, sans s'en sortir. Et puis dans la deuxième course 15e, mais sans avoir un rythme non plus incroyable dans cette deuxième manche. Pas grand chose à dire de la part de Giuliano Alesi, à part qu'il est en difficulté, qu'il va falloir qu'il réagisse très très vite, parce que du côté de la Ferrari Driver Academy, c'est pas comme s'il y en avait deux qui étaient aux 2 premières places du classement général pour le moment, que vous avez un certain pilote allemand qui est très apprécié par Ferrari, un certain Mick Schumacher, et que vous avez également Marcus Armstrong, j'ai oublié, qui est également plutôt bien classé, et que vous en avez quelques-uns qui arrivent et qui sont en F3 derrière. Donc il va falloir qu'ils réagissent très très vite, sinon la saison pour notre ami Giuliano Alesi va être compliquée, et l'année prochaine surtout il aura plus de place en Formule 2 et il faudra qu'il trouve un autre moyen de gagner sa vie que de piloter une monoplace. Après, c'est pas comme si en endurance ou en grand tourisme on ne voulait pas l'accueillir non plus. On passe au pilote top. On commence du côté des pilotes top avec un pilote russe qui nous a fait une démonstration en course 1 de talent. Alors certes, vous avez un Tsunoda qui a eu des petits problèmes de radio, mais alors Schwartzman, premièrement, stratégie parfaite, deuxièmement, pilotage parfait. Pas grand chose à dire sur Schwartzman en course 1. Il nous a fait une démonstration. Le pilote russe, lui qui vient directement de la Formule 3, qui je rappelle est débutant dans cette Formule 2. Alors certes, c'est parfois un peu moins difficile que l'arrivée en Formule 3 championnat du monde. Le fait de faire F3, F2, j'ai l'impression. La filière de toute manière marche très très bien quand on voit ces 4 premiers Grands Prix. Mais Schwartzman a fait une très très bonne course. Perfection en course 1, vraiment aucune erreur. Quand le dépassement pour prendre la tête de la course, il est parfait. Tsunoda a essayé de lui mettre la pression, mais il n'a jamais réussi à le dépasser. Il a tapé un peu trop dans ses pneus, pourtant il avait des pneus un peu plus frais, Tsunoda. Il fait preuve d'intelligence, il fait preuve d'agressivité, mais il n'en fait pas trop, contrairement à d'autres pilotes en Formule 2. Il saisit les opportunités, il ne fait aucune erreur. Jusqu'à la course 2 du Grand Prix de Styrie, où il a fait un petit tête à queue, il n'a pas réussi à redémarrer
la voiture, la F2, donc il a grillé un joker. Mais comme beaucoup d'autres pilotes dans cette catégorie, parce que Callum Elliott a aussi grillé, il y a une course où il n'a pas marqué de points. Il y a très peu de pilotes en fait qui, pour le moment, jusqu'à maintenant, ont marqué des points sur toutes les courses de la saison. Sur les 4 premières courses, ils ne sont que 2 même. C'est Taïk Toum et Lundgaard, c'est les 2 seuls qui ont marqué des points à chacune des courses auxquelles ils ont participé depuis le début de saison. Du côté de Robert Schwartzman, donc voilà, erreur en course 2. J'ai pas vraiment compris. Il est parti en tête à queue seul, il semblerait. Mais ensuite, il n'a pas réussi du tout à redémarrer la voiture. Après, il faut se rappeler que la F2 a un embrayage qui est très capricieux. Et donc, c'est pas la première fois qu'on voit un pilote partir en tête à queue, avoir beaucoup de mal à redémarrer, ce qui est un petit peu dommageable qu'ils aient toujours pas totalement réglé le problème de l'embrayage. Même si au départ c'était vraiment une vraie calamité. Mais du côté du Robert Schwartzman, intelligence, il était très ému à l'arrivée de la course 1. Il a dédicacé cette victoire à son père qui est mort du Covid-19, je crois en plus, au mois de mars, je crois me rappeler. Donc voilà, ça n'a pas été simple pour lui l'intersaison. Beaucoup penseraient que voilà, tu arrives de la F3 tranquillement, tu arrives en F2, mais son père était sur beaucoup de grands prix avec lui, et c'est vrai que il a fallu gérer ce deuil, ce qui n'a pas été simple mentalement, surtout que c'est un gamin qui a, je crois, 19 ou 20 ans. Simplement, Schwartzman, il est encore très très jeune, et c'est un pilote qui est très prometteur. Moi, à la place de Giovinazzi et même Raikkonen, si je faisais pas une très très grande saison du côté d'Alfa Romeo, je commencerais à m'inquiéter énormément, très beaucoup, ça ne veut absolument rien dire, énormément, de ce petit russe qui a énormément de talent. On continue avec les pilotes top et on passe à Christian Lundgaard. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Christian Lundgaard, le seul pilote qui a marqué des points à chacune des courses, et ça veut dire qu'il fait preuve d'une énorme régularité. Déjà l'année dernière, il avait fait peu d'erreurs en F3. Il avait eu un manque de vitesse pure, mais je crois pas qu'il a abandonné régulièrement Lundgaard ou qu'il soit retrouvé hors des points. C'est juste qu'il marquait peu de points à chaque course, il était toujours derrière les 3 prémas de Daruvala, Schwartzman et Armstrong. Du côté de Lundgaard, on retrouve le Lundgaard qu'on a connu avant la F3, c'est-à-dire le Lundgaard qui était très prometteur, qui était plutôt rapide. Sa course 1 est presque décevante parce que pendant très longtemps il était 2e, 3e, il a fait une remontée assez incroyable parce qu'il n'avait pas fait une énorme qualification, il avait fait 8e en qualification alors certes qu'à 3 dixièmes de Yuki Tsunoda, parce que on a eu des qualifications extrêmement serrées, parce que pour vous dire, Giuliano Alesi a fini à moins d'1 seconde des premiers, mais on sait qu'en F2 c'est toujours très serré en qualification, mais là c'est vrai que c'était extrêmement serré parce que le 10e qui est Drugovic n'est qu'à 386 millième du pilote de tête, donc c'était tout le monde était très performant. Du côté donc de Christian Lundgaard, soutenu par Renault, très bon pilotage. Je pense qu'il a aussi voulu montrer, un peu comme Zhou qui a également fait un bon week-end, ou d'autres de la filière Renault, que le fait d'avoir choisi Alonso était peut-être une mauvaise idée, mais comme l'a dit Cyril Abitboul, c'était une question de timing, vu que les pilotes de F2 cette année, vu le plateau et vu la densité du plateau, Cyril Abitboul a annoncé qu'il pensait que le champion serait annoncé extrêmement tard et qu'il ne pouvait pas attendre aussi longtemps Bahreïn ou Abu Dhabi pour annoncer son futur pilote. Il fallait qu'il l'annonce avant. Et donc Alonso avait la possibilité d'être double champion du monde déjà, mais surtout d'être disponible dès à présent pour la saison prochaine. Du côté de Lundgaard, donc très bonne saison pour le moment, très régulier. Dommage cette course 1 en stéréo, il ne prend que la 6e place, mais ça lui a permis de partir devant pour la course 2 et de gagner cette course 2 sans avoir été jamais menacé dans la course 2 quasiment. Il était vraiment sur une autre planète, Lundgaard, comme disaient les consultants de Canal+. Il était vraiment sur un autre monde, sur une autre planète, et il a fait vraiment un très très bon week-end. On l'attend du côté du Hungaroring au même niveau la semaine prochaine, enfin en fin de semaine, c'est même plus la semaine prochaine parce qu'on est mardi, donc c'est en fin de semaine. Enfin, mardi, quand j'enregistre cette vidéo, j'enregistre le 14 juillet, vous allez la voir peut-être demain, peut-être après-demain, parce que j'ai une connexion internet en ce moment qui ramouille pas mal. On continue avec les pilotes au top, avec Tsunoda, le petit japonais, pole position, 2e place en course 1, abandon en course 2, dommage. Tsunoda il nous a fait quand même un bon week-end pour un débutant
qui en F3 avait fait une bonne fin de saison, mais n'avait pas eu un score si incroyable ça au classement. C'est un peu comme Lundgaard. La différence, c'est que Tsunoda, il avait peu d'expérience en Europe. C'était sa première saison en Europe l'année dernière. Lui qui vient du Japon, lui qui a été formé par Honda et qui a intégré la filière Red Bull grâce à Honda. Ça fait partie des échanges Honda-Red Bull depuis quelques années. Tsunoda, donc Matsushita avait eu la même chose. Tsunoda, donc très bonne course 1. Dommage ce problème il a eu un problème de radio, ce qui fait qu'il s'est arrêté un tour trop tard dans les stands quand vous avez un Robert Schwartzman qui s'est arrêté au bon moment, lui. C'est dommage, ce petit problème technique. Il fait quand même deuxième en dépassant Zhou et en faisant vraiment des manœuvres de dépassement là aussi assez fantastiques du côté du japonais. Une énorme qualification où il fallait être en forme parce que les qualifications se sont déroulées avec des températures de piste qui n'étaient pas exceptionnelles vendredi. Pareil pour la course dimanche, avec pas mal de pluie et une piste qui commençait malgré tout à s'assécher, donc il fallait sentir à quel moment il fallait changer et les pneus pluie qui s'usaient très rapidement. Dommage à course 2 avec cet abandon, mais on espère sur un problème mécanique pour Tsunoda, mais on espère le voir en forme. Alors en Hongrie, je suis pas sûr, mais ça m'étonnerait pas qu'il soit ultra performant, que ça soit en Belgique et en Italie, où l'année dernière, il nous avait fait des courses assez incroyables, le petit japonais. On passe au bonnet d'âne rapidement. Vous allez voir, cette vidéo va faire moins de 20 minutes, quelque chose d'incroyable. Du côté des bonnets d'âne, je ne sais plus qui j'avais mis. J'avais mis Delétraz, Louis Delétraz, le Suisse. Bon, autant le week-end dernier, c'était pas si mal, on va dire, pour lui Delétraz, avec une 7ème place et une 2ème place. Autant il n'a pas marqué de points ce week-end. Qualification très moyenne, avec simplement une 18e place sur la grille de départ, surtout devancé par son équipier qui n'est pas le plus expérimenté, c'est Pedro Piquet, et qui n'est pas le plus performant du plateau de Formule 2, et qui n'était pas le plus performant du plateau de Formule 3 également. Lou Delétraz, pas de rythme du tout. Il finit 19e, un peu comme Alési en course 1, sans trouver les solutions, sans être performant sous la pluie, en n'ayant jamais le bon timing. Un peu catastrophe. Course de 12e, il est un peu plus rapide, mais il remonte aussi parce que vous avez l'abandon de Schumacher, de Tsunoda et de Schwartzman qui l'aide pas mal dans sa remontée. Pour vous dire, dans la course 1, il finit donc 19e, c'est-à-dire derrière Marino Sato, derrière Pedro Piquet, derrière Nissany, derrière Matsushita ou Mazepin. On peut pas dire que ce soit les meilleurs pilotes au monde, tout cela. Donc, il a manqué vraiment beaucoup de rythme, le pilote suisse. Et on se demande ce qu'il fout là. Parce que il était très motivé. Il nous a dit je retrouve Charouz, qui a été une équipe où j'avais plutôt bien performé en F2. Mais il a quand même, je crois, 23 ou 24 ans. Louis Delétraz. Si c'est pas pour jouer le titre, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fout là ? C'est-à-dire que c'est un peu comme Nick De Vries l'année dernière. Nick De Vries, s'il jouait pas le titre, il avait aucun intérêt à être là. Là, Louis Delétraz, je suis toujours surpris. C'est un pilote où on sait que les portes pour la Formule 1 sont quand même complexes pour lui. Il y a peut-être une possibilité chez Haas l'année prochaine pour remplacer Romain Grosjean s'il apportait des sous. Il faudrait qu'il apporte pas mal de sous. Un peu comme son père à l'époque en Formule 1, parce que c'est le fils de Jean-Denis Delétraz, qui a piloté en F1 quelques courses, mais en étant très 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 mauvais. C'était en 94, je crois, chez Larousse. Il a fait un grand prix chez Larousse, un ou deux grands prix chez Larousse, mais il n'avait pas été très performant, son père. Mais Louis Delétraz, là on se demande ce qu'il branle. Très clairement, il pourrait être tellement mieux en endurance ou en blanc-pain, qui ne s'appelle plus blanc-pain dans les compétitions SRO. Quand tu te dis, c'est sûr que la F2, ça fait partie des pilotes qui s'accrochent à un rêve, mais c'est passé désormais. Ils ne peuvent plus y accéder. Donc il faut... Alors c'est difficile de passer à autre chose, mais c'est vrai que du côté de Louis Delétraz, une petite déception quand même avec cette
cette 19e et 12e place. Pareil du côté de Luca Giotto, alors lui c'est encore pire parce qu'il n'a marqué aucun point. Alors là, au moins il a pu faire partir sa voiture, mais il fait 11 et 10. En qualification, il était loin. Je crois me rappeler, Giotto, il était où? Ah non, pardon, il était 4e. Mais chez Hightech, pas de rythme en course. On se demande lui ce qui branle vraiment, parce que l'année dernière, il avait annoncé sa retraite. Enfin, sa retraite de la F2. Il devait faire de l'endurance. Puis il a décidé au dernier moment de rejoindre Hightech Grand Prix. Et on n'a pas vraiment compris pourquoi il avait rejoint Hightech Grand Prix Giotto. Alors qu'il n'y avait pas vraiment d'intérêt pour lui. C'est une équipe qui en plus n'a pas d'expérience dans cette catégorie-là, qui est surtout montée en Formule 2 parce que Mazepin a son père qui possède de l'argent dans l'équipe et que Mazepin n'avait plus de volant en Formule 2 parce que vu sa saison l'année dernière chez ART, je peux te dire qu'il n'y a aucune équipe qui voulait le recruter. Et quand tu vois ses performances depuis le début de saison, tu te dis, ils avaient peut-être pas tort. Mais du côté de Luca Giotto, de toute manière, même s'il est champion de Formule 2, ça changera quoi dans son palmarès? Rien. Donc à quoi ça sert qu'il... c'est juste par passion, je sais pas, c'est parce que le père de Mazepin lui paye très cher pour donner des bons réglages à son fils, mais... Je trouve pas qu'il y ait un intérêt pour lui à être dans cette catégorie-là. Et puis Daruvala. Pourquoi Daruvala? Parce que pour l'instant, aucun point. Pas énormément de rythme, il faut le dire. Devancé par son équipier Tsunoda, alors que l'année dernière, c'était un petit peu l'inverse chez Prema. Chez Prema et Tsunoda était chez Carlin, je crois me rappeler. Du côté de Daruvala, on commence à avoir des doutes quant à son potentiel avec la Formule 2. Va falloir qu'il réagisse très vite. Il a eu 4 courses très difficiles, l'Indien, et comme il n'avait pas fini extrêmement bien en F3 non plus l'année dernière, je ne sais pas si vous vous souvenez du Grand Prix de Russie par exemple en F3 où il avait dû abandonner pour problème mécanique, mais il n'avait pas bien fini la saison. Daruvala, c'est sûr que là on commence à être inquiet pour le pilote indien et de dire est-ce qu'il a perdu le mojo un petit peu pour savoir piloter, parce que ces dernières sorties n'ont pas été exceptionnelles pour le pilote indien, et en plus il a été devancé par son équipier qui fait partie de la même filière que lui. C'est un peu comme Schwartzman et Mick Schumacher. Donc il y a vraiment un duel interne entre les deux. Et c'est vrai que là, ça n'a pas été exceptionnel pour le pilote indien. Bon, c'est l'heure, comme à chaque débrief F2, F3, Formule 1, de faire le point sur les classements. Et on fait le point sur le classement pilote. Schwartzman en tête avec 48 points malgré un abandon. On retrouve ensuite Kalou Maliat, Christian Lundgaard, Dan Teictum, Marcus Armstrong, Zhou. Zhou a pas mal récupéré 2 points de retard, mais il lui en reste encore 21 points. Et puis on retrouve ensuite Tsunoda, Drugovic, Deletra et Mick Schumacher, 10e, le premier français et le seul français surtout de la catégorie, et Giuliano Alesi qui est 11e. Malgré tout, bonne nouvelle du côté des Français avec le classement équipe. C'est ART qui est devant avec 75 points, devant Universe Tozzi 70 points. On retrouve ensuite Prema, Dams, MP Motorsport, Carlin, Charouz, BWTHWA, Reslab, Campos et Hightech et Trident ont enfin marqué leur premier point. Donc aucune équipe ne finira Fanny cette année avec 0 points au classement. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, et nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Ciao ciao!